Maître Dominique Attias, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez eu la gentillesse de nous recevoir dans votre bureau. Parlez-nous de l'antenne des mineurs à Paris, dont vous êtes responsable. Elle existe depuis une vingtaine d'années. L'antenne des mineurs existe depuis 1990. Oui. Tous les groupements d'avocats d'enfants, en définitive, ont éclos comme les roses à partir de la Convention internationale des droits de l'enfant de 89, qui donc est notre Bible, la Bible des avocats d'enfants. Et l'antenne des mineurs existe depuis 1990. Ça a été d'abord un tout petit bouton de rose, et ce bouton de rose a peu à peu éclos pour faire un grand bouquet. Nous sommes à l'heure actuelle à peu près 120 avocats spécialement formés pour faire plein de choses pour les enfants, les écouter, les assister, les défendre, les conseiller, bref, être à leur côté dans toutes les occasions de leur vie et de leur vie juridique notamment. Tous les barreaux et maintenant les gros barreaux ont des groupements d'avocats d'enfants spécialement formés, et j'espère et j'appelle de tous mes voeux le fait que dans chaque tribunal pour enfants, il y ait des avocats d'enfants spécialement formés. Nous allons d'ailleurs, je l'espère, signer une convention au Conseil national des barreaux, une convention avec le ministère de la Justice, qui indiquerait que un enfant doit avoir à ses côtés un avocat spécialement formé, et que, de surcroît, l'avocat d'enfant doit suivre le jeune et doit toujours être le même dans toutes les procédures qui le concernent. Rappelez-nous le rôle très exact d'un avocat d'enfant. Alors, le rôle très exact d'un avocat d'enfant, c'est d'abord d'être formé à l'écoute d'un enfant et de connaître tous les textes applicables aux enfants. Il y a des textes civils et il y a des textes, bien évidemment, et hélas, au niveau pénal. Donc, premièrement, avoir une formation. Cette formation est une formation pas seulement juridique, mais pluridisciplinaire. Il faut connaître la psychologie de l'enfant. Il faut être à l'écoute et savoir écouter un enfant, et donc être formé à l'audition d'un enfant. Parce qu'un avocat, non seulement le conseille cet enfant, mais il va l'assister dans plein d'occasions de sa vie juridique, devant un juge aux affaires familiales, lorsque ses parents se séparent et qu'il demande à être entendu, car vous savez que désormais, un enfant capable de discernement, c'est-à-dire qui peut comprendre les choses, donc grosso modo à partir de 7 ans, peut demander à un juge d'être entendu avec un avocat qui lui est spécialement désigné, c'est-à-dire un avocat indépendant qui n'est pas payé par les parents. Donc, dans le cadre de l'audition d'enfant, une écoute spatiale pour aider cet enfant, ce sont les moments compliqués pour lui. Lorsque l'enfant est en danger, l'avocat d'enfant est à ses côtés et il doit bien connaître le fonctionnement des travailleurs sociaux, il doit pouvoir se rendre dans un foyer si l'enfant est placé, il doit savoir aussi parler à ses parents tout en respectant bien entendu le secret professionnel, car le seul client, c'est l'enfant. Et nous n'avons pas à rendre compte aux parents, bien évidemment. Vous n'êtes pas en contact avec les parents? Si. Alors, les cas sont extrêmement variés, et il faut savoir qu'il n'y a pas de recette toute faite pour un enfant. Chaque enfant est différent. Chaque enfant a un caractère différent. Chaque enfant a une problématique différente. Donc, dans certains cas, nous ne devons pas, et nous avons même l'obligation de ne pas être en contact avec les parents. C'est, par exemple, le problème des affaires familiales. Pour vous donner un exemple, un enfant demande à un avocat parce qu'il veut aller voir le juge aux affaires familiales. L'enfant a 10 ans. Bien évidemment, il est accompagné souvent par l'un des parents. Il ne s'agit pas de considérer ce parent comme un pestiféré. Nous le saluons poliment, mais il est hors de question que ce parent rentre dans notre bureau, qui est l'espace réservé à l'enfant. Et lorsque nous avons le parent au téléphone, parce que par exemple l'enfant n'a pas de portable et que nous voulons parler à cet enfant, et que le parent nous dit « mais j'aimerais vous dire que », on leur dit « écoutez monsieur, madame, c'est très intéressant, mais ça ne nous concerne pas. Nous ne pouvons pas, nous n'avons même pas le droit de savoir quelle est votre problématique. Vous avez votre avocat, c'est lui qui est votre interlocuteur. Nous ne sommes que l'interlocuteur de votre enfant, et les parents le comprennent très bien si nous ne les avons pas agressés. » Quels peuvent être d'ailleurs vos contacts avec l'un de vos confrères dans un dossier? Alors, par courtoisie et par déontologie, nous devons prévenir notre confrère en disant « nous avons été désignés par exemple par l'antenne des mineurs ou par le groupement d'avocats d'enfants de tel barreau pour être l'avocat du jeune X.
Je tenais à vous le signaler par courtoisie, point. Et si le confrère qui n'a pas l'habitude de l'avocat d'enfant essaye de son côté d'entamer un dialogue, de convaincre, on leur explique que nous n'avons même pas accès au dossier. Nous n'avons pas à savoir ce qu'il y a dans le dossier. Là, nous sommes pour écouter le point de vue de l'enfant, l'aider à s'exprimer et qu'en conséquence, nous ne pouvons pas écouter leur discours. Donc il y a une frontière complète avec les avocats qui interviennent dans l'affaire. Donc, c'est, j'allais dire, devant le juge aux affaires familiales, c'est une... Alors, je vais vous donner un autre exemple. Quand je vous disais qu'il n'y a pas de recette. J'ai eu le cas d'une petite fille qui vivait avec sa mère. Sa mère avait décidé de partir aux États-Unis avec son nouveau compagnon et le père, qui était un militaire, voulait que sa fille reste en France. La petite fille, qui était d'ailleurs un clone de sa mère, ne voulait pas entendre parler de ce père. Elle ne vivait que pour sa mère, elle ne voyait que sa mère, elle ne voulait qu'à rester avec sa mère. Elle a été entendue par le juge aux affaires familiales, qui était un homme d'ailleurs, et elle a expliqué très bien pourquoi elle voulait rester avec sa mère, etc. Le juge a donné raison au père. Cette gamine, la mère est partie aux États-Unis, cette gamine est partie avec son père. 6 mois après, j'ai reçu un SMS de cette petite fille, à qui j'avais donné mon portable en lui disant « si tu as un problème, t'hésites pas ». Et vous savez, les enfants maintenant, ils n'appellent pas, hein, ils vous envoient un SMS. Rappelle-moi, alors à vous quelquefois de vous débrouiller pour essayer de savoir de qui vous envoie quelquefois vous rappelez complètement au pif, je vais dire, et vous tombez sur, et vous vous souvenez de qui il s'agit. Et cette gamine me dit, voilà, je suis dans une ville de province, au fin fond de la France, mon papa qui est militaire vit dans une caserne, il n'est pas là, aujourd'hui c'est mercredi, je suis toute seule, je veux me jeter par la fenêtre. Ça va pas du tout, ma mère me manque, je vais très mal. J'ai pu obtenir de cette gamine qu'elle me dise dans quelle école elle était. J'ai regardé sur l'annuaire, j'ai appelé la maîtresse, la professeure principale, la directrice, etc., qui m'a dit qu'elle était très inquiète, que le père ne venait pas la voir, qu'on sentait cette gamine en extrême difficulté. J'ai appelé l'avocat des 2 parents en leur disant, voilà, je suis l'avocat d'enfant, voilà ce qui se passe. Je vous donne mon sentiment d'avocat d'enfant. Je suis inquiète. Et on a travaillé quelque part, chaque avocat était dans l'intérêt de son client, mais même l'avocat du père a entendu dans mon discours qu'il y avait une vraie inquiétude et qu'en aucun cas je ne pouvais être manipulée par qui que ce soit. Et notre déontologie fait que quand même, avant tout, évidemment, il était hors de question de mettre cet enfant gravement en danger. Et avec le temps, en rentrant en contact avec le groupement d'avocats d'enfants, notamment de cette ville de province, en expliquant le problème, on a fini par obtenir que cette petite fille retourne avec sa mère avec l'accord du père, qui à l'origine avait voulu cette gamine pour des raisons X ou Y, qui s'est rendu compte qu'il n'était pas capable de s'en occuper et que ce n'était pas l'intérêt de sa fille. Donc vous avez parlé tout à l'heure de formation. Quelles sont ces formations? Oui. Ces formations, c'est une formation en assistance éducative, c'est-à-dire quelles sont les procédures, quels sont les textes, comment rentrer en contact avec des services sociaux, comment consulter un dossier, quelle est la déontologie dans chaque matière dans laquelle nous sommes. En assistance éducative, c'est pas la même chose qu'au pénal, c'est pas la même chose que devant le juge des affaires familiales. Une formation concernant l'enfant victime, c'est aussi une formation où nous faisons non seulement une formation initiale, mais également une formation continue, où nous faisons intervenir des médecins, des pédopsychiatres, des psychologues, des psychiatres pour essayer de bien comprendre la psychologie de l'enfant. Également, par exemple, un formateur de la brigade des mineurs pour qu'il explique comment on entend un enfant qui a été victime. On peut pas l'inventer, nous, avocats non plus. Bref, également pour l'audition de l'enfant devant le juge aux affaires familiales, au pénal, tous les textes et éventuellement la formation continue, Dieu sait que les textes changent sur toutes les nullités, tous les problèmes que peuvent concerner un enfant. Nous allons également, nous allons en détention pour visiter par exemple je suis allée il y a 15 jours, visiter l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville. Bref, une formation initiale et continue dans tous les domaines qui concernent l'enfance. Évidemment, lorsqu'un avocat intègre par exemple l'antenne des mineurs, nous avons fait une formation où nous voulions intégrer 50 confrères, il y en avait 189 qui ont fait la formation théorique. Pour faire la formation pratique, c'est-à-dire accompagner un avocat dans toutes les procédures, il fallait faire un tri.
On a fait des jurys, on a choisi des confrères qui avaient aussi fait d'autres formations de psychologie ou qui avaient suivi des colloques pour montrer leur intérêt dans l'enfance. Donc une formation pointue, et nous aimerions, et beaucoup de barreaux, le barreau de Bordeaux est formidable, ils font des formations extraordinaires, Lyon ils sont formidables, Marseille ils sont formidables, Lille ils sont formidables, bref. Et Paris? Et Paris est devenu formidable. Donc la plupart du temps, les avocats d'enfants bénéficient de l'aide juridictionnelle. Est-ce que c'est pas un problème pour un avocat quand même de consacrer beaucoup de temps sur un dossier? Alors c'est un vrai problème, c'est une forme de militantisme, il ne faut pas se leurrer. Mais mon rêve, et il faut avoir des rêves, parce que vous savez, si vous adultes vous avez des rêves, vous permettrez aussi aux enfants d'en avoir et de devenir de vrais adultes qui ont de l'espoir et non pas du désespoir en eux. Eh bien mon rêve, c'est que la compétence des avocats soit telle qu'on se rende compte, y compris au niveau de la justice, y compris au niveau de la société, que ce sont des auxiliaires indispensables pour l'enfant. En conséquence, c'est vrai qu'on n'est pas payé, donc il est hors de question d'en faire son unique profession. Nous avons tous, les avocats d'enfants, ont bien évidemment à côté leur cabinet avec leur spécialité et en plus, par militantisme et par passion, il faut le dire, s'occuper de jeunes, ils sont formidables. Même les soi-disant pires sont formidables. Donc travailler dans le domaine de l'enfance, c'est travailler dans le domaine de l'espoir. Et lorsqu'on s'occupe d'adultes, quelquefois on a besoin d'un petit peu d'espoir pour continuer. Et c'est vrai que c'est avec des adultes qu'on gagne notre vie véritablement. Et vous-même, vous étiez avocat d'affaires. Je suis toujours avocat d'affaires. Oui, vous êtes avocat d'affaires. Je suis toujours avocat d'affaires. Donc, c'est vrai que maintenant, mes nuits se sont beaucoup raccourcies, mes week-ends également. Mais je m'occupe de mon cabinet et je m'occupe aussi de ces jeunes. Alors, nous avons des dossiers où les parents nous payent. Par exemple, on peut avoir un dossier dans lequel les parents sont très à l'aise financièrement. Leur enfant a commis un délit ou se retrouve dans une affaire compliquée, les parents vous choisissent, viennent vous voir et vous payent, vous leur expliquez comment vous prenez vos honoraires, les montants, les tarifs, etc. Et à ce moment-là, vous pouvez être tout à fait, à partir du moment où vous avez la compétence et que vous êtes reconnu, vous pouvez aussi être très bien payé dans les dossiers pour les enfants. Mais les 3/4 des dossiers sont des dossiers au titre de l'aide juridictionnelle pour nous permettre d'avoir cette indépendance majeure vis-à-vis des parents, vis-à-vis du magistrat, qui sait, même si l'avocat qui serait payé ne le serait pas forcément, il n'y a pas de risque d'instrumentalisation puisqu'on ne dépend financièrement de personne. Dans le cas des enfants qui sont sous emprise forte, ce qu'on dit aujourd'hui, donc éventuellement aliénés mentalement, en quoi comment un avocat peut intervenir dans ces cas-là, un avocat d'enfant? Alors, déjà le mot aliéné, je trouve que c'est un mot horrible. Sous emprise, alors. On va dire sous emprise. Alors, bien évidemment, il y a des avocats, des avocats et des enfants sous emprise. En ce qui concerne les enfants, eh bien, c'est très simple. Lorsqu'un enfant est sous emprise, le discours qu'il a est un discours non pas d'enfant. Et les motifs qui disqualifient l'autre parent, l'affreux, le vilain, sont souvent des motifs futiles ou des motifs qui sont soufflés par le parent aliénant. Vous, avocat d'enfant, bien entendu, vous êtes là pour reproduire la parole du jeune, mais la manière dont vous le reproduisez, les mots que vous employez, qui sont les mots de l'enfant, permettent au magistrat de se rendre compte très facilement qu'il y a une vraie problématique et que cet enfant qui est en souffrance, parce qu'un enfant qui est sous emprise est en souffrance. On ne marche pas dans la vie avec une seule jambe. Les deux jambes, c'est le père et la mère. Il y a des parents qui sont mieux que d'autres, mais ces parents, on les garde pour sa vie. Et à mon avis, on ne se construit pas avec un seul. Alors, les enfants qui n'ont qu'un parent, ok, mais ceux qui en ont deux, à l'évidence, l'autre parent, même mauvais, doit exister, sauf s'il faut mettre l'enfant à l'abri, mais dans ce cas-là, l'enfant le comprend également. Concernant les mots de l'enfant, je vais vous donner un exemple. J'ai une gamine, intelligente, maligne comme tout, avec des notes exceptionnelles à l'école, assez artiste d'ailleurs, qui voulait être entendue par le juge aux affaires familiales. Je la défendais également devant le juge des enfants. Je l'assistais en tout cas devant, c'est-à-dire que cet enfant était considéré en danger.
Et elle m'a donc expliqué dès l'origine que son père était quelqu'un d'épouvantable. Elle a été accompagnée par sa mère que je n'ai pas reçue dans mon bureau. Et elle commence à m'expliquer. Alors je lui dis, ah bon, ton père est quelqu'un d'épouvantable, mais explique-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour être si épouvantable? Et ben voilà. Voilà, maître Attias, ce qu'il a fait. On est allé à Fontainebleau faire de l'escalade. Figurez-vous que mon pull s'est déchiré dans un rocher. C'était de sa faute. Et puis la semaine d'après, on est allé à Disneyland. Et en plein hiver, il m'a acheté une glace. Vous vous rendez compte comme c'est dangereux, une glace avec le froid qu'il fait? Alors je lui ai dit, évidemment, mais alors, tu sais ça, on va vraiment l'expliquer au juge. Hein, parce que ça, une chose pareille, c'est incroyable. Mais tu crois pas que peut-être cette glace était pour te faire plaisir? Tu aimes les glaces? J'adore les glaces, maître Attias, mais une glace en plein hiver. Donc on a expliqué au juge tout ça par A plus B, et le juge n'a pas eu besoin d'expertise pour se rendre compte qu'il y avait une vraie problématique d'aliénation parentale, d'autant plus que je lui ai demandé à me revoir, cette gamine. Et elle est revenue, cette fois-ci avec son père. Et bizarrement, elle n'avait pas l'air si tétanisée et si terrifiée par ce père. Donc pour dire qu'il y a l'emprise, il y a cette fameuse aliénation, disons, mais il y a surtout aussi un tel conflit de loyauté dans lequel ces enfants sont. Ils ont envie de faire plaisir à tout le monde. Ils adorent leur mère et ils adorent leur père. Mais comment ne pas être traître? Donc on est obligé de se mettre dans une position où on est enfermé. Et il faut savoir, dites-vous, que les gamins qui ont été vraiment sous emprise, le premier qui en subira les conséquences, même si l'enfant est complètement déglingué après, c'est aussi le parent aliénant. Parce qu'à un moment donné, l'enfant se retourne contre ce parent-là.